Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Merci de venir à cette conférence, donc sur ce live session sur Manager et RSE, accompagner vos managers dans le déploiement de la stratégie RSE. Donc là aujourd'hui, ça va être vraiment l'objectif de vous parler de ça. Moi, pour me présenter très rapidement, je suis directeur pédagogique chez MyConnecting, des directeurs pédagogiques sur les sujets de compétences humaines. Donc ça englobe à la fois les formations management, soft skills, les formations destinées aux commerciaux et aussi les sujets de qualité de vie au travail et de RSE. Je vous remettrai mes coordonnées à la fin. MyConnecting, en quelques chiffres, ça fait 18 ans qu'on existe. On est plus de 350 collaborateurs dans le monde avec nos différents formateurs partenaires. Et on a dispensé plus de 150 000 heures en 2023. Voilà. Et on forme aux compétences humaines, comme je vous l'avais dit, mais on forme aussi au sujet de langue, au sujet de bureautique et digital, et puis plus récemment, depuis début 2023, à l'intelligence artificielle. Et vous pouvez découvrir tous nos parcours de toute façon au stand S30 qui est juste à côté. Notre mission, c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Pourquoi je vous parle de ça? En fait, ça fait donc 18 ans qu'on existe, mais ça fait 2 ans qu'on a transformé nos statuts en statut d'entreprise à mission. Donc c'est un statut qui est déposé, sur lequel on se fait donc régulièrement auditer pour s'assurer qu'on est bien dans l'accomplissement de cette mission auprès de nos clients, à travers donc les valeurs d'empathie, d'excellence et d'engagement. Vous allez voir, je vais vous en reparler un petit peu plus tard sur la dimension d'entreprise à mission. J'ai une première question à vous poser avant de démarrer. C'est selon vous, sur une échelle de 0 à 10, combien de consommateurs attendent de la part des entreprises qu'elles agissent de manière responsable sur des sujets environnementaux et sociaux? De 0 à 10, à peu près. 1? Non. Combien? 7? 8? 3? 5? Ok. Bon, on n'était pas très loin. On est sur près de 9 consommateurs. Donc voilà, on est entre 8 et 9. Près de 9 consommateurs sur 10 en France attendent de la part donc, de leurs entreprises, de la part de leur entreprise, pardon, des entreprises vers lesquelles elles vont consommer, acheter, qu'elles agissent de manière donc responsable et répondent sur des points de vue sociaux et environnementaux. Donc maintenant qu'on sait ça, je pense que l'idée c'est pas de vous convaincre sur l'importance de la RSE. Je pense que vous l'avez vu de plus en plus ces dernières années, ça devient crucial de s'engager en tant qu'entreprise dans la RSE. Je vais vous donner un autre exemple. On a, pour ceux qui sont un petit peu qui investissent, en début d'année, en septembre 2023, on a le groupe Amundi qui a passé leur ETF, donc leur panier d'actions, qui était avant à destination de 500 grandes entreprises. Ils les ont réduits à 300 entreprises. En gardant, donc, ils ont enlevé 200 entreprises pour ne conserver uniquement les entreprises qui agissaient justement de manière responsable et qui respectaient leurs engagements RSE. Donc on voit qu'il y a vraiment une énorme tendance en fait dans le marché de se dire il faut investir dans la RSE et c'est important pour chaque entreprise d'avoir une stratégie autour de ça. Ce qui est important, c'est par contre de ne pas rester à l'état de valeur quand on définit une politique RSE et qu'on finalement on met des actions et on met des valeurs en place autour des sujets RSE. On voit beaucoup, je pense que vous connaissez tous le thème de greenwashing, on voit beaucoup d'entreprises qui se disent bon bah on a nos valeurs, on les affiche sur notre site internet, ça va s'arrêter là. Bien sûr, ça ne suffit pas et ça peut même être contre-productif. Nous, demain, si MyConnecting, je vous parlais de l'entreprise à mission, si on dit à tout le monde que notre mission, c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence, mais qu'en interne, les collaborateurs n'y croient pas, que les clients n'y croient pas et ne ressentent pas cette mission, bah, finalement, ça va être contre-productif, tout le monde va s'énerver et finalement, ça ne sera pas pérenne. Le rôle des managers maintenant, parce que c'est un petit peu le sujet de notre live session, c'est un rôle, donc dans l'accompagnement de cette stratégie RSE, c'est un enjeu d'alignement en fait. L'alignement entre les valeurs de l'entreprise, le discours qu'elle tient et les actions qu'elle met en place. Et nous, notre conviction chez MyConnecting, c'est que ça se fait à 2 égards. En fait, il y a un travail de fond pour la stratégie RSE qui se fait à 2 égards. La vue macro, donc ça c'est vraiment la stratégie portée par l'entreprise, les référents RSE, concrètement comment nos produits vont devenir plus responsables, comment notre chaîne de production va être plus responsable. Et ensuite on a la vue micro qui est plus souvent
oublié, abandonné, en tout cas qui est plus souvent délaissé, qui sont donc les managers. Concrètement, comment ils vont faire vivre cette stratégie et comment ils vont au quotidien porter le message et justement conserver cet enjeu d'alignement en interne dans leur discours avec les employés. Et donc c'est ce qu'on vous propose d'avancer là-dessus sur comment finalement on va les engager, ces managers. J'ai une autre question, parce que vous allez me dire, c'est très bien les convictions de MyConnecting sur la vision micro et la vision macro, mais je vais essayer de traduire ça dans quelque chose d'un peu plus concret. Est-ce qui connaît parmi vous la norme ISO 26000 ? Ça, c'est normalement les experts RSE qui s'y connaissent un peu. Donc la norme ISO 26000, c'est une norme qui a été publiée en 2010 par l'Organisation internationale de normalisation. Et en gros, en fait, ça donne une directive, une ligne directrice pour les entreprises à suivre en matière de RSE. Et donc, pour pas juste vous dire, nous, notre conviction MyConnecting, c'est qu'il faut engager les managers, je vais juste revenir sur les 7 grandes thématiques centrales autour de la norme ISO 26000. Et on va passer un peu en revue rapidement pour comprendre le rôle des managers, est-ce qu'il y en a réellement un ou pas dans chacune des thématiques. Donc la gouvernance de l'organisation, donc ça se passe souvent un peu plus d'un point de vue stratégique, mais la prise de décision éthique et la transparence, elle se vit au jour le jour par les managers, dans leurs actions du quotidien, dans leur rapport avec les consommateurs, avec les clients, pardon. Les droits de l'homme et les relations de conditions, les relations et conditions de travail, ça, je ne vous fais pas un dessin forcément, tout ce qui est management des risques psychosociaux, ce qui est le management en fait, du quotidien, du burn-out, de l'hyperstress, etc. La prévention des abus sur les risques des discriminations. Tous ces sujets, bien entendu, c'est les managers, même avant finalement l'entreprise, qui vont avoir un rôle clé pour porter ces sujets. L'environnement, ça peut être un petit peu plus au niveau manager, ça va dépendre, on en reparlera, mais ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Il y a des sujets environnementaux qui sont portés par des managers en interne dans des PME, par exemple. Et après, dans les multinationales, ça va dépendre du style d'organisation, bien entendu. La loyauté des pratiques et les questions relatives aux consommateurs, c'est pareil. C'est des sujets où les managers sont en direct face aux consommateurs. C'est eux qui, clairement, vont dire sur les sujets de concurrence équitable, de lutte contre la corruption, de communication transparente, de gestion des incivilités, gestion des plaintes clientes. Tout ça, c'est des actions que les managers vont mettre en place. Vont devoir affronter et gérer. Et les communautés et le développement local également, avec le fait de, instinctivement, penser plutôt local quand je cherche un partenaire, plutôt que d'aller chercher quelqu'un dans une chaîne de production à l'autre bout du monde. Donc maintenant qu'on a parlé de cette importance, voilà, comment on va le faire maintenant de les embarquer dans cette stratégie RSE. Il y a plusieurs actions concrètes qui sont possibles. Voilà, donc je vais en lister quelques-unes, mais le fait de définir et de faire vivre sa mission et ses valeurs dans l'entreprise, pour que ça ne reste pas justement juste à l'état de valeur. Donc ça va être un sujet sur lequel on va pouvoir embarquer ces managers. La co-création d'une charte éthique, plus en plus d'entreprises créent justement une charte éthique, que ce soit entre collaborateurs, mais aussi vis-à-vis du client, du consommateur. Le fait d'embarquer ces équipes dans la conduite du changement lié à la RSE, donc ça par exemple si vous avez la délocalisation d'une usine, un changement de CRM, etc., en tout cas un gros changement qui est lié à la RSE, c'est de donner les armes et donner les clés à vos managers pour qu'ils puissent communiquer sur ce changement et qu'ils en soient convaincus pour finalement convaincre les équipes. La formation des équipes dans l'adaptation de la communication et l'argumentaire à tenir aux clients, ça c'est pareil. Si on a une stratégie RSE qu'on va aller de plus en plus toucher à des sujets de RSE et qu'on veut en faire un discours, il faut que les managers puissent former leurs équipes à ce discours. Là, il y a deux sujets un peu plus techniques que je vais passer rapidement. C'est le travail de collecte d'informations sur la CSRD et l'aide à la réalisation de la matrice de double matérialité. Ça, c'est pour faire plus technique, c'est pour les entreprises de plus de 250 salariés, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Et donc il y a un certain nombre de documents aujourd'hui légaux qu'il faut remettre et sur lesquels il faut embarquer ces managers parce que c'est eux le terrain aussi, c'est eux qui vont pouvoir nous donner des retours très concrets. On peut engager ces managers dans les sujets sociaux, donc effectivement de discrimination, d'inclusion, d'égalité homme-femme, de droits de l'homme. Tout ça, c'est des sujets qui sont cruciaux et on en entend encore la RSE, on va dire, ça arrive de plus en plus dans l'entreprise, mais les sujets de qualité de vie
Depuis le Covid, c'est vraiment un sujet qui est majeur pour une majorité d'entreprises. Et un sujet auquel on pense moins, c'est l'identification des indicateurs et des objectifs RSE dans l'équipe. En fait, on a de plus en plus d'entreprises et donc de managers qui décident d'avoir les objectifs finalement individuels qu'on met comme chaque année, des objectifs SMART qu'on va donner à nos collaborateurs, mais en plus de fixer des objectifs RSE. Donc ça peut être soit des objectifs individuels, soit collectifs. Ça, je vais vous donner quelques exemples concrets d'objectifs RSE, parce que souvent c'est la partie où les personnes sont un peu plus étonnées de cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on peut proposer à son équipe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme indicateur RSE, comme objectif RSE? Par exemple, en objectif collectif, ça serait de se dire de ne plus prendre l'avion pour les déplacements en France. Ça pourrait être de dire d'implémenter 3 nouveaux projets ou initiatives axés sur le développement durable. En objectif individuel, il y a suivre une formation en ligne sur la diversité et l'inclusion. Parfois, ça se fait même au niveau managérial. Il existe des formations gratuites en ligne. Ça peut être de proposer et mettre en œuvre une initiative visant à améliorer le bien-être au travail, ou ça peut être la réduction de consommation personnelle d'énergie de 20%. Ça, il faut avoir bien entendu des indicateurs qui permettent de le suivre. Mais voilà, c'est le fait d'éteindre à chaque fois tous les objets dans l'open space avant de partir, tous les objets électroniques. Voilà. Donc en tout cas, tout ça, c'est des objectifs qu'on peut fixer et qui sont pertinents de fixer parce que ça fait aussi passer un message aux collaborateurs que finalement, en tant qu'entreprise, on va vers plus de sujets RSE, plus de sensibilité vers ça, et qu'on leur demande eux aussi de s'engager. Et un autre exemple que je voulais prendre, c'était la charte de valeurs. Donc, je vous parlais des valeurs tout à l'heure. Alors j'ai mis leadership model parce que parfois certaines entreprises en parlent plus sous ce format-là, le charte de valeurs managériale. Ça c'est l'exemple alors c'est un extrait bien entendu très court, l'exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée lors d'une fusion. Ils étaient en train de fusionner entre 2 entreprises et ils devaient réidentifier leurs valeurs. Donc on a réidentifié avec eux 3 valeurs clés: partage, exigence et intégrité. Et ces valeurs, on les a dans un premier temps traduites en comportements observables pour que ça ne reste pas à l'état de valeur. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on a traduit ces comportements en actions concrètes pour être encore une fois le plus concret possible. Et donc là, quelques exemples qui ont été mis en place chez eux. Donc par exemple, voilà, en partage, on a partagé ses connaissances dans un atelier 1 fois par mois, 1 heure par mois. Dans l'exigence, on a être orienté client dans chacune des décisions. Donc ça, c'est faire valider chaque décision par la place du client. Il y en a peut-être qui connaissent et inspirés des réunions chez Amazon, où pendant longtemps, en tout cas la légende raconte ça, il y avait une place vide pour la place du client. Et en fait, à chaque fois, à chaque réunion, quand il y avait une décision importante à prendre, on questionnait entre guillemets cette place vide. En tout cas, c'était pour ne pas oublier le rôle central du client. Voilà, donc en tout cas, cette entreprise du coup a repris cette idée sur les sujets, sur les grandes décisions. Voilà, et en intégrité, on avait formé et sensibilisé les clients au travers d'un code de bonne conduite, etc. Donc vous voyez, on avait beaucoup d'actions. On a vraiment essayé d'être le plus concret dans les actions qu'il allait prendre, parce que l'inconvénient des valeurs, c'est qu'on ne sait pas concrètement vers où on va. Les comportements, c'est déjà bien, mais il faut pouvoir les mesurer. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on va mettre en place des actions. Nous, ce qu'on propose, je vous ai un peu teasé du coup avec cette proposition par exemple sur l'accompagnement des valeurs, mais il y a 3 grands types d'actions qu'on va pouvoir proposer. D'abord, c'est les actions de formation et de conseil. Donc, par exemple, en ce moment, on est en train d'accompagner une entreprise qui a défini en interne leur charte éthique et qui veulent qu'on forme leurs managers à la gestion d'un cas éthique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mes managers, ils ont un process éthique à suivre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un cas éthique type harcèlement, type corruption que je vois et qu'on vient me voir, en fait, mon collaborateur vient me voir avec cette problématique, comment je réagis, comment j'ai les bons outils et les bonnes armes pour, 1, savoir réagir à ce moment-là, et 2, savoir suivre la suite du process éthique qui a été établi par l'entreprise. Voilà, on fait aussi une formation manager et RSE depuis plus d'1 an, qui, là-dessus, c'est vraiment de former tous les managers sur un vernis global sur la RSE et de pouvoir les engager, 1, sur de la communication au changement, comme on s'en parlait, mais aussi sur ce sujet des objectifs, pour vraiment diffuser une culture RSE au sein de leur équipe. Et bien sûr, ça fait partie des choses qu'on va venir travailler ensemble pour que ce soit quelque chose de très sur mesure par rapport à ce que vous proposez.
Et le dernier, ça peut être, comme l'exemple que j'ai pris, l'accompagnement dans la création de votre charte éthique ou managériale. Un deuxième temps, c'est de la sensibilisation, donc c'est assez proche, bien entendu, mais on fait régulièrement. Donc, récemment, on avait une conférence en novembre sur l'égalité femmes-hommes qui a été déployée dans un groupe d'assurance. On fait des ateliers de sensibilisation RSE depuis plus de 2 ans avec un groupe optique. Donc ça, c'est à destination de tous les collaborateurs. C'est un peu là où va être la différence entre manager et collaborateur. Et la troisième, ça peut être un webinaire de sensibilisation au handicap qu'on a mis en place l'année dernière, notamment sur le sujet des collaborateurs aidants. Donc concrètement, un collaborateur aidant, c'est une personne qui va avoir un collaborateur qui va avoir soit une personne âgée, soit une personne handicapée, porteur de handicap à ses côtés, donc dans sa famille proche, et qui va avoir des difficultés liées à ça. Donc en tant que manager, il faut que je sois formé, à minima sensibilisé, pour comprendre comment réagir et comment adapter mon management. Et le troisième point, c'est le coaching. Donc on parlait de la mise en place d'objectifs individuels et collectifs. Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Comme je vous l'ai dit, j'imagine qu'il y en a certains qui étaient étonnés de se dire concrètement, qu'est-ce que j'en fais de ces objectifs? Qu'est-ce que ça peut être? Donc nous, on peut vous accompagner sous format de coaching pour vous aider à les identifier. Et on peut également accompagner des managers en contexte de changement. Donc ça, c'est essentiel si demain vous avez un gros changement qui est en cours. Je parle de vraiment un changement de grande pratique. C'est par exemple, on parlait de délocalisation d'une usine ou alors changement d'un CRM, en tout cas un outil d'utilisation qui va drastiquement changer les choses dans votre entreprise. Accompagnez vos managers parce que s'ils ne le sont pas, ça va être compliqué pour eux d'accompagner leurs collaborateurs. Et c'est là où on va créer beaucoup de frustration et que les bons messages qui sont des messages positifs de RSE initiaux ne seront pas finalement retranscrits et ne seront pas bien compris par vos collaborateurs. Et la petite, pour terminer un petit peu aussi ce live session, le dernier élément que je voulais vous parler, sur lequel je vais vraiment vous inviter à avancer, je voulais savoir, alors je ne sais pas si on a des responsables de formation, mais combien d'entre vous mesurent l'impact des formations qu'ils mettent en place? Est-ce qu'il y a des mesures d'impact qui sont mises en place? Un petit peu, effectivement. Voilà, pour ceux qui nous connaissent, il y avait d'ailleurs une présentation à 10h30 avec le groupe Olsim et mon directeur qui était là tout à l'heure, qui est là, pardon, sur la mesure d'impact. C'est vrai que ça, c'est notre ADN, en fait, c'est de vraiment mesurer chacune des actions de formation qu'on va mettre en place. Et dès qu'on avance ensemble sur un parcours de formation, par exemple, mais pas que, on va définir ensemble des KPIs, donc des indicateurs sur cet impact. Donc je vous ai mis quelques exemples, mais ça peut être de récupérer le retour sur investissement, ça peut être de récupérer le retour sur les attentes, le gain de productivité, le gain de sérénité, ça peut être la progression sur le référentiel de compétences. En tout cas, on a un panel très très large d'indicateurs que nous on a, donc c'est-à-dire qu'on a des formats tout prédéfinis qu'on peut déployer comme ça chez vous, mais on peut aussi venir sur des sujets par exemple de RSE, venir concrètement essayer de travailler ensemble sur comment on va venir évaluer l'impact de cette action. Que ça soit encore une fois de la formation, du coaching ou de la sensibilisation. Il y a aussi le taux de déploiement des plans d'action, dont je n'ai pas parlé, mais l'idée c'est que bien sûr d'être le plus concret possible, encore une fois pour la RSE, mais pour toutes nos formations, on va mettre à chaque fois des plans d'action en place pour pas qu'on reste juste sur une formation qui finalement qui nous laisse un bon souvenir mais sur lequel on ne met pas en action. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été intéressant et que vous avez pu apprendre des choses sur la dimension RSE et sur l'importance vraiment d'embarquer ces managers dans ces sujets de RSE. Moi, ce que je vous propose, c'est s'il y a des questions, vous pouvez me les poser ici. Je crois qu'il nous reste encore quelques minutes. Et sinon, en tout cas, on sera disponible et on est au stand juste à côté pour répondre à toutes vos questions. Une question là-bas, ouais. Merci. Quand on a des populations terrain, donc en boutique par exemple, comment on fait pour les embarquer dans nos stratégies RSE, puisque c'est des contextes différents, des contraintes très différentes. Est-ce que vous avez des tips là-dessus? Juste, en termes de boutique, c'est quel type de... C'est du retail? Ouais, ok. En fait, une première action pour les embarquer, voilà, ça va dépendre si on veut embarquer les managers ou collaborateurs ou tout le monde. L'action, on va dire, de base, qui est la première à mettre en place, c'est de la sensibilisation. C'est de se dire, vous voyez par exemple les sujets d'égalité femmes-hommes, on l'a mis en place,
entre guillemets, une entreprise n'a pas besoin de former ses collaborateurs à ces sujets d'égalité. Mais en fait, elle décide de le faire parce qu'elle veut incarner ça en interne. Et donc, pour moi, voilà, ce serait en tout cas des ateliers de sensibilisation, c'est la première étape. Parce qu'après, effectivement, on va dire c'est le comportement humain et du particulier qu'il faut changer. Par exemple, sur la boutique, ça peut être moins jeté ou voir comment on peut faire les choses différemment. Mais finalement, c'est presque le particulier qu'on va venir toucher, plus que l'employé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, j'ai une question. Est-ce qu'on peut remettre la slide juste avant? Encore avant, pardon. Ouais, oui, c'était ça. Par rapport à l'atelier de sensibilisation, justement, en fait, c'est un atelier pour combien de personnes? Parce que j'imagine que dans une grande entreprise, par exemple, moi je travaille dans une entreprise de 1800 habitants, 1800 collaborateurs, pardon. J'imagine qu'on ne fait pas un atelier pour 1800 personnes, il doit y avoir un nombre maximal. Très clair, merci. Il y a plusieurs options. Donc là, le groupe optique dont je vous parlais, ils font des ateliers. Eux, ils ont vraiment décidé de mettre un accent là-dessus. Donc c'est, je crois, des ateliers qui sont entre 8 et 10 personnes. Donc ce qui est un peu le format standard pour être vraiment dans du participatif et quelque chose de très actif. C'est des formats de demi-journée, mais tout est possible. Mais par exemple, donc ça c'est en termes d'atelier. Donc effectivement, sur de l'atelier, alors après, comme je vous l'ai dit, on est plutôt sur du sur-mesure, donc on pourra réfléchir à se dire est-ce qu'on fait une grande journée en plénière avec de la co-animation, 3 formateurs et de faire quelque chose comme ça. Sinon, la solution la plus simple pour former le plus de personnes d'un seul coup, c'est des webinaires. Les webinaires où là vraiment, on va pas être que sur du descendant parce on a un outil qui nous permet de les questionner, de faire des sondages, de faire des petits jeux, etc. pendant ce webinaire pour que ça soit quand même vécu comme de l'interaction et donc en format donc soit webinaire à distance, soit conférence en présentiel. Peut-être une dernière question? Bon bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on est juste là au stand donc S30 et puis sinon si vous voulez échanger, n'hésitez pas.